Bonjour à tous. Oula. Alors, pourquoi... Ah non, c'est bon, ça y est, j'ai compris. J'ai fait une erreur de débutant, j'ai laissé l'autre fenêtre ouverte, tout va bien. Bonsoir à tous et bienvenue pour cette émission, littéraire, pour le coup, littéraire, scientifique, psycho. On va parler d'un bouquin qui a été écrit par deux personnes qui sont des amis, qui sont devenus des amis que je ne connaissais pas avant toute cette période post-Covid, on va dire. Ça a été écrit par Ariane Biran et puis Vincent Pavant. Donc c'est une alliance intéressante, hein, et insolite pour le coup, parce que c'est donc écrit par une psychologue clinicienne, docteur en psychopathologie, spécialisée dans les phénomènes totalitaires, et Vincent Pavant, qui est professeur de mathématiques et maître de conférences à l'université d'Aix-Marseille. C'est deux personnes qui sont vraiment très très spécialistes dans leur sujet et qui ont livré ici un bouquin que je vous conseille vraiment vivement de vous procurer. Le lien est dans la description de la vidéo. C'est aux éditions Guitre et Daniel, c'est l'éditeur qui a édité Louis Fouché également. D'ailleurs, dans ce bouquin-là, on a un avant-propos de Louis Fouché et une préface de Jean-Dominique Michel. Et ensuite, voilà, on a, écoutez, on va en parler avec donc Ariane Biran qui est ici. Il y a Vincent Pavant qui va arriver dans quelques minutes. Il a un petit peu de retard, mais c'est pas grave. On va commencer avec Ariane que je vous présente tout de suite. Rebonjour Ariane. Bonjour. Bonjour. Ça va toujours? Oui. Est-ce que tu... Alors du coup, donc on va parler de ce livre. Donc, le débat interdit, langage Covid et totalitarisme. Alors, j'ai pris beaucoup de plaisir à le lire, mais c'est pas simple à lire dans le sens où c'est quand même, il faut encaisser. Bon, c'est vrai que moi, je travaille sur le sujet également depuis très longtemps, donc du coup, j'ai quand même, malgré tout, j'ai appris beaucoup de choses. Notamment sur les rappels historiques. Là, je t'en parlais tout à l'heure en off. J'ai appris pas mal de choses aussi sur l'épidémiologie, les statistiques, etc. C'est plus la partie de Vincent Pavant. Cette alliance, elle est intéressante parce qu'elle permet de comprendre justement comment, à un moment donné, donc l'épidémiologie, c'est apparu à peu près fin du 19e, et il explique justement comment petit à petit les équations, les mathématiques se sont décorrélées du réel. On a alors comment il appelle ça, une déliaison. Ouais, c'est ça, une déliaison du réel. Et j'ai trouvé ça très intéressant de voir justement donc cette partie sur la perversion de la science, la logique de l'épidémiologie et le rapport à l'expérience. Tu m'as dit que tu as aussi participé à cette partie. Et moi, c'est vrai qu'en lisant ce livre, je me suis demandé comment vous l'aviez écrit. Et puis, je t'ai posé la question en off, là, mais tu m'as dit que ça serait une bonne question à te poser en direct. Donc, je n'ai toujours pas la réponse et j'aimerais bien savoir comment vous est venue l'idée en fait d'écrire ce livre et comment vous avez fait pour l'écrire, sachant que vous n'habitez pas tout près l'un de l'autre. Donc, voilà. Oui, tout à fait. En fait, j'ai rencontré, on va dire, Vincent, d'abord évidemment virtuellement. Je pense que comme beaucoup de gens, de figures qui ont émergé. Et c'était une vidéo où il parlait de ce qui se passait à l'université, de sa fonction d'enseignant-chercheur qui devait absolument nourrir la réflexion critique. J'ai eu le sentiment immédiat d'avoir affaire à une personne d'une grande intégrité morale et intellectuelle. Et donc, rapidement, via Louis Fouché, on a été en contact. Et on s'est très, très bien entendu très rapidement. Je pense que nous fonctionnons un peu pareil au niveau intellectuel, bien que nos domaines de spécialité soient sensiblement différents. Mais nous avons un attachement très fort à la logique. Donc, moi, par ma formation de philosophie, je dirais même ma formation première de latin-grec, sans logique, on ne fait pas de latin-grec. Et puis, également, par rapport à la manipulation de la langue, hein, qui nécessite donc de connaître en fait les bases de la logique. Et bon, Vincent, c'était pareil, du fait de son approche mathématique. Alors,
ce qui se passe aussi, c'est que Vincent, c'est quelqu'un qui a une ouverture d'esprit, qui est aux antipodes de l'ultra-spécialisation de notre monde, qui est mortifère et qui ne correspond pas du tout à l'état d'esprit éclairé de la science, qui doit savoir les limites de chaque spécialité et pouvoir aller chercher à d'autres endroits si, avec d'autres lunettes, on a un regard différent ou sensiblement identique. Rapidement, parce que je savais qu'on avait affaire à un délire collectif, je me suis bien prononcée très abondamment sur ce délire collectif qu'on appelle la folie résonante, qui est un délire paranoïaque, qui est contagieux. Donc ça, je pense que j'ai vraiment beaucoup insisté là-dessus. Je savais ce qu'il fallait faire et il fallait absolument revenir à l'origine, au premier principe de la construction de ce délire. Comment ce délire s'était formé, sur quels principes de base, sur quelles hypothèses de base prises comme des vérités. Et je savais intuitivement que Vincent avait les clés de ça. Et donc, je lui ai dit au départ, il faut qu'on fasse un article, il faut absolument écrire. D'abord, il faut qu'on écrive pour faire témoignage. Il faut qu'on écrive parce que tout ce qui se passe va être effacé par la suite, parce que c'est la spécialité des dérives totalitaires, d'effacer l'histoire et de gommer les traces et tout ça. Et donc, je lui ai dit, il faut qu'on fasse un article. Et donc, Vincent a tout à fait réagi positivement. Et en fait, cet article s'est rapidement transformé en livre, tellement nous avions de choses à dire. Donc, comme moi, je suis assez bonne en structure, j'ai fait la structure du livre. Et ensuite, j'ai dit à Vincent, voilà, bah là, c'est peut-être plus toi, là, plus moi. Mais en fait, ça a été un vrai quatre mains. C'est-à-dire, hormis ces démonstrations mathématiques sur lesquelles je n'ai pas de prise, hein, je veux dire, je n'ai pas de compétences. Je me suis douté que ce n'était pas toi, les démonstrations mathématiques. Ah ouais, voilà, attends. J'en ai fait passer un certain nombre en annexe parce que pour le lecteur, c'était hard au départ, quoi. Ouais, non, mais c'est bien. Hormis ça, ça a été un vrai quatre mains. C'est-à-dire qu'en fait, bon, chacun avait plutôt sa spécialité, son endroit de compétence, mais on a vraiment croisé. Je pense que ça a été extrêmement fluide. Moi, j'ai fait plusieurs ouvrages collectifs. Et je dois dire que l'écriture avec Vincent, c'était d'une aisance, c'était une fluidité. Okay. Voilà, c'était tout à fait naturel. Et puis, en fait, on a travaillé sur nos nuits. Après, on s'est vus pour essayer de finaliser. Et puis après, on a cherché un éditeur. Ça a été compliqué. Et donc, je remercie très Daniel pour son courage et voilà, pour croire en notre travail, quoi. Ouais, bah, encore une fois, très, très beau livre. Ils ont fait un merveilleux travail et c'est compliqué pour les éditeurs, donc il faut aussi le reconnaître, pas que pour les auteurs. Absolument. Alors, il y a Vincent qui est avec nous, il vient d'arriver. Il me dit « je suis là » dans le chat privé. Je t'ai laissé finir avant de l'accueillir. On va pouvoir l'accueillir puisqu'on parlait de lui. Hop. Salut Vincent, bienvenue. Oui. J'en ai profité, hein, j'ai dit des trucs pas sympas. Ça va Vincent, tout va bien? Oui, ça va bien, désolé pour le retard. J'étais en déplacement justement dans une librairie. Donc, voilà. Ouais, écoute, c'était pour la bonne cause alors, ça va, il n'y a pas de souci. Bah, écoute, justement, donc on parlait de ce bouquin, ça te dit quelque chose? Ouais, évidemment, oui. Oui, donc j'entendais Ariane qui disait merci à l'éditeur. Donc oui, merci à l'éditeur parce que ça n'a pas été si facile que ça. Et Très Daniel a vraiment fait un gros boulot de mise en forme d'abord, et puis à accepter évidemment le texte sans aucune modification. On a vraiment eu une liberté de parole totale. Bon, ça tombe bien pour évidemment un livre qui s'appelle Le débat interdit, mais beaucoup de courage de la part de Guy Très Daniel, et puis donc on est bien entouré dans cette maison-là qui fait vraiment le job, et il n'y a pas tant d'éditeurs que ça qui l'ont fait, donc merci à eux. En effet, justement, donc, c'est vrai que moi aussi je tiens à le remercier parce qu'il a édité aussi Louis Fouché, il a édité, il fait en sorte de donner la parole et de permettre justement à des discours qui sont, alors on va en parler justement, hein, qui sont interdits aujourd'hui, parce qu'il y a des débats clairement interdits. Vous revenez là-dessus sur absolument tout. Moi, je trouve que c'est vraiment une sorte de bible de tout ce qui s'est passé. Comme je disais avant que tu arrives, Vincent, j'ai beaucoup apprécié justement cette alliance improbable entre un mathématicien et une psychologue.
Et j'ai trouvé ça intéressant justement de lier justement donc, en première partie la perversion de la science, en deuxième partie la perversion du langage, la perversion de la langue, en troisième partie la perversion de la morale, et ensuite justement en quatrième partie tout ce rappel sur ce qui s'est passé pendant la Seconde Guerre mondiale, sur l'idéologie sanitaire et le paradigme totalitaire. Et on va le voir justement dans cette quatrième partie. Il y a des similitudes qui font froid dans le dos. On a des passages, par exemple, du journal de Goebbels que moi je connaissais pas. On a voilà cette épidémie de typhus qui arrivait et qui justifiait des choses injustifiables. On a, j'ai appelé ça l'effet Cyrulnik. Vous en parlez également. Le fait que des personnes comme Cyrulnik, comme Heidegger, par exemple, pourtant avaient tous les outils pour se rendre compte de ce qui se passait, mais semblaient ne pas en avoir conscience. On a aujourd'hui aussi voilà, des psychologues, des philosophes, des experts dans le domaine qui pourtant ne prennent pas conscience de tout ça. On va essayer de voir un petit peu pourquoi, comment ça se fait. Je vous propose de commencer par le commencement. Alors peut-être un petit clin d'œil aussi à Louis et à Louis Fouché, donc à Jean-Dominique Michel. J'avais quelques phrases que j'ai notées. Donc Louis Fouché, je vous le rappelle, il a fait l'avant-propos. Il parle notamment du déferlement totalitaire, des Khmers blancs qui ont perdu la raison, qui sont assoiffés de pouvoir et d'argent, qui ont abouti à la perversion de la langue et de la pensée, qui ont consommé la rupture, avec chacun qui se réveille un petit peu dans un cauchemar, prisonnier d'un langage dénaturé, sans issue, sans cohérence, sans plus aucun lien avec le réel. Comment vous avez pensé à Louis justement pour cet avant-propos? Vous lui avez proposé, il s'est proposé lui-même, qu'est-ce que vous en pensez justement de ce qu'il appelle le déferlement totalitaire? Oui, déferlement totalitaire, il m'a repris l'expression. D'accord, ok. Moi, je pensais que c'était. Ok, d'accord. Je l'avais mise en août 2020. Non, c'était tout à fait naturel que nous fassions appel à Louis parce que je crois qu'il a réussi à rassembler beaucoup de monde autour d'un raisonnement critique qui était absolument nécessaire. Et puis, quelque part, c'était aussi, je dirais, dans l'histoire de la rencontre avec Vincent, bien sûr, elle s'est faite par l'intermédiaire de Louis aussi. Donc, c'était tout à fait naturel pour nous que ce soit lui qui ouvre en fait ce livre. Et puis, pour Jean-Dominique Michel, il nous est apparu que c'était lui qui avait le regard, il me semble, le plus systémique sur la crise, la capacité à raconter ou à recontextualiser plus globalement dans le système de corruption de généralisé, quoi, politique, médiatique, du système de santé, etc. Je ne sais pas, Vincent, si tu veux... Non, pas grand-chose à ajouter, effectivement. Bon, Louis qui réunit autour de Réinfo Covid, donc des intellectuels, des scientifiques, des médecins critiques sur la politique sanitaire pour une politique sanitaire plus juste. Et là, évidemment, Ariane a déjà beaucoup de choses à dire. Moi, la première fois que j'ai contact avec Ariane, c'est pour qu'elle écrive un article pour Réinfo Covid, justement. Et à cette époque-là, Louis m'avait embauché pour essayer d'organiser un peu ça au sein de Réinfo Covid. Bon, ce que j'ai fait quelques temps et j'ai fini par lâcher la main. Donc, autour de Louis, c'était normal. Et effectivement, l'expression Khmer blanc, moi, la première fois que je l'entends, c'est chez Louis. Je trouve qu'elle est magnifique, cette expression, parce qu'elle dit beaucoup, justement, du déferlement totalitaire dont parlait déjà Ariane. Donc, je pense que Louis, si c'est quelqu'un qui a très vite conscience de cet arbitraire, de cette idéologie sanitaire qu'Ariane, je pense, avait pressenti depuis pas mal de temps, peut-être par son regard en entreprise, par effectivement la possibilité d'avoir dans des groupes des comportements pervers, paranoïaques, en tout cas dysfonctionnants, pathologiques. Et puis Jean-Dominique Michel, bon, comme le dirait, enfin moi j'ai pas grand-chose à ajouter. Il a un regard justement qui est capable d'aller de la science assez dur, parce qu'il fait beaucoup de surveillance épidémiologique, d'articles
il a un fond de référence dans des journaux scientifiques, médicaux qui est très impressionnante, et il est capable de relier tout ça jusqu'à l'anthropologie de la santé, qui est effectivement son domaine spécialisé. C'est quelqu'un qui est très très bien informé, qui a une vision très claire. Par exemple, la première fois que j'entends le mot syndémie, c'est avec Jean-Dominique Michel. Alors, je ne sais pas si lui-même le tire d'ailleurs, peu importe, mais en fait, c'est lui le premier au CSI justement qui va l'expliquer très clairement. Et pour moi, ça devient effectivement une sorte d'évidence, mais encore faut-il le nommer. Et Jean-Dominique Michel a cette clarté justement dans la conceptualisation qui fait que je pense que c'était le premier à pouvoir relire notre travail, le remettre en perspective et en faire une préface donc qui soit effectivement tout à fait pertinente, ce qu'il a fait très brillamment, et je vous en remercie. Alors, justement, j'aimerais revenir sur un petit peu de sa préface parce que je la trouve vraiment magnifique et très 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 juste. Il parle d'une crise sanitaire qui est le symbole de la déliquescence de notre civilisation, et il n'est pas avare en éloge par rapport à votre travail. Il explique que l'ouvrage d'Ariane et Vincent est somptueux d'intelligence, mettant à profit ce qui constitue à mes yeux le meilleur de leur discipline. Le docteur en psychopathologie et le mathicien-chercheur dénudent et dissèquent la bête de l'événement, annoncé avec une jouissance ambiguë par Emmanuel Macron le 14 avril 2020. Leur travail est en quelque sorte symphonique, mobilisant les différents instruments et registres de la compréhension. Les auteurs visitent avec fulgurance et avec une généreuse rigueur l'idiosyncrasie de la dérive en cours et ce qu'elle dit de notre monde. Psychologie, mathématiques, épistémiologie, logique, philosophie, sciences sociales, histoire, sociologie des religions, linguistique, philologie, sémantique sont mises au service de l'analyse qui dévoile les fondements du déferlement totalitaire dans lequel nous sommes emportés et désormais fort clos, au sens juridique, dépouillés des droits que nous avions. Donc, il parle justement de cette phrase. J'aimerais revenir dessus avec vous parce que c'est très intéressant. Moi, elle me choque. Je pense qu'elle a posé question à beaucoup de gens. Cette phrase d'Emmanuel Macron qui parle de la bête de l'événement qui est là et qui arrive. Justement, par rapport à comment vous avez reçu cette information et qu'est-ce que vous en pensez de cette phrase du président de la République en exercice? Bon, je vais y aller. Je sais pas, je pense qu'il a un regard tout à fait curieux à ce moment-là, très très inquiétant, enfin moi qui me fait peur. Et je crois qu'il y a quelque chose d'une sorte de prophétie messianique qui est proférée à ce moment-là, qui sans doute en rapport avec, je sais rien, avec la Bible, avec une idéologie qu'il y a derrière de type religieux. C'est très curieux, c'est très curieux. Oui, je vais rebondir là-dessus également. On sent derrière qu'il y a une ingénierie sociale qui va manipuler le langage. C'est ça. Bon, Macron lui-même ne dit jamais rien de personnel, de réfléchi qui viendrait de sa culture ou de. Enfin bon, voilà. Donc en sortant cette phrase qui veut pas dire grand-chose, effectivement, enfin qui est un peu bizarre. Je crois que le plus important, c'est de retenir la bête, en fait. Bon, on pense à la bête, c'est la bête du Gévaudan, c'est la menace mortelle, invisible, qui va arriver, mais on ne sait pas très bien, en fait, et je crois que ça fait partie justement de la manipulation de la langue, c'est d'utiliser des mots, en fait, qui ne veulent pas dire grand-chose, qui sont propices à l'imagination et à la peur de chacun. Bon, la bête, c'est la bête qu'il y a dans le placard, c'est la bête effectivement qui est menaçante. Donc bon, c'est quelque chose d'assez pathétique d'abord et qui montre bien qu'on est dans une narration, voilà, qui cherche à susciter l'imagination justement plus que la science, les faits. Et alors après, ils essaieront de dire qu'on peut douter de tout sauf des chiffres qui manipulent à loisir. Mais voilà, dans un premier temps, c'est cette idée. Peut-être qu'on essaie de rendre l'invisible visible. Effectivement, bon, le virus est invisible. Et d'ailleurs, en fait, l'épidémie, au fond, statistiquement, est invisible. C'est ça le travail de Toubiana, Mukieli, Pierre Chaillot au CSI, auquel j'ai contribué également sur les statistiques de mortalité. Donc voilà, il faut essayer au moins de la rendre concrète dans l'imaginaire.
Et c'est sûrement à ça que doit servir ce langage. Et en fait, toute cette manipulation du langage sert effectivement à raconter des fadaises et à rendre des choses effrayantes, alors qu'en fait, justement, il n'y avait rien d'effrayant. Donc, il a fallu changer tout le vocabulaire. Voilà. La bête, ça peut être aussi quelque chose qui est mis à la place de la grippe. Hein. On a dit avec Ariane et dans le livre, avait vraiment repéré énormément de mots nouveaux dans le vocabulaire pour essayer de faire en sorte que quelque chose qui est banal, en fait, c'est un syndrome respiratoire grippal avec un taux de létalité tout à fait même assez faible. Hein, et, aujourd'hui, on l'évalue à 0,1%, 1 pour 1000, c'est vraiment dans les standards de la grippe. On peut rappeler celui de la grippe en comparaison? Oui, bah c'est de cet ordre-là, c'est l'ordre de 2 pour 1000. Oui, 2 pour 1000, 3 pour 1000, ça dépend. Voilà, c'est moyen. Disons que c'est entre 0,2% et 0,5% en général. Et le virus du Covid, alors non soigné, il est peut-être à 0,5, et puis quand il est soigné, il tombe à 0,1, quoi. Donc ça veut dire que par rapport effectivement à une grippe, on est tout à fait dans les standards, dans les modes de transmission sans doute également. Enfin, il y a rien de nouveau, mais donc voilà, il faut inventer des choses. Donc la bête de l'événement, voilà, c'est quelque chose qui doit nous faire peur, et justement la manipulation du langage commence quand on veut effacer de ce langage l'histoire qu'il contient. Les virus, c'est banal, les virus respiratoires, c'est banal, mourir d'une grippe, c'est banal, mais il faut réinventer tout ça pour faire comme si c'était complètement nouveau, donc faire du passé table rase. Et quelque part, bon, c'est le slogan de tous les totalitarismes, hein, qui cherchent à tout réinterpréter à l'aune d'un nouveau paradigme, comme disait Ariane. Et c'est ça, en fait, je crois, qui essaie de s'inventer, alors bêtement, parce que derrière la bête de l'événement, je pense qu'il y a McKinsey, il y a les conseillers en communication des grands groupes privés, en fait, qui cherchent à inventer des histoires, des formulations, qui seront repris d'ailleurs dans les journaux. Le Monde va faire un article sur la bête de l'événement, le fait que c'était quelque chose qui a inondé les réseaux sociaux, et donc voilà, on fait parler, mais de rien. On fait parler de rien et on invente des histoires à dormir debout. Après, moi, ce qui m'a inquiété un peu, c'est qu'en fait, il y a aussi une lecture un peu plus, voilà, un peu plus ésotérique, un peu plus biblique de la bête de l'événement. Je pense que c'est important d'en avoir conscience. Après, moi, c'est plutôt mon point de vue, avec ce regard un petit peu illuminé qu'il a à ce moment-là. Bon, après, on saura pas, de toute façon, je pense qu'aucun journaliste lui posera la question, donc on saura pas exactement ce qu'il a voulu dire par là. En tout cas, je vous remercie d'avoir précisé votre avis là-dessus. Vous parlez de garde-fous juste avant le chapitre 1. Vous en parlez avant le chapitre 1, vous en parlez aussi à la fin, en conclusion. Vous expliquez que les garde-fous au sens propre, dont le doute, la prudence, la recherche de cohérence et la validation du raisonnement par l'expérience, sont nécessaires afin de ne pas tordre le réel par un raisonnement que l'on souhaite lui imposer. L'objectif de notre analyse, vous écrivez, est donc précisément de réintroduire ces garde-fous en étudiant les dérives présentes dans le traitement des données mathématiques de l'épidémie du Covid, mais aussi dans la récupération politique qui a pu en être faite. Donc là, c'est vraiment la raison, l'essence même de ce livre. C'est bien ça, hein, ces garde-fous. Oui, ce sont des garde-fous rationnels qu'on a voulu absolument réintroduire et qui sont absolument nécessaires pour parler de science. Oui, garde-fou au sens propre, parce que on devient fou, effectivement, à suivre le discours et la langue utilisée par le gouvernement, qui est faite de contradictions logiques, de contradictions avec le réel, qui est faite de manipulation des émotions, d'irrationalité, de contradictions. Enfin, donc littéralement, je crois qu'on devient fou, et les garde-fous sont vraiment à prendre au sens littéral du terme. On voit que la santé mentale, pas seulement en France, mais dans tous les pays, a subi des niveaux d'alerte et d'explosion qu'on n'avait jamais vus. On a parlé de suicide pédiatrique. Enfin, c'est pas rien. C'est pas un suicide d'adolescent, c'est un suicide pédiatrique. C'est encore plus effrayant. La consommation, évidemment, des antidépresseurs chez les adolescents a explosé comme on l'a jamais vu. Donc aujourd'hui, on voit des gens encore dehors avec un masque, dans la rue, en fait, dans leur voiture. Oui, tous seuls dans leur voiture. Enfin bon, il y a des choses qui sont effrayantes. Donc
ces garde-fous, ils doivent exister, et c'est un peu le travail qu'on fait avec Ariane. On essaie de trouver la jonction entre l'irrationalité scientifique, le scientisme, en fait, c'est-à-dire la destruction de la science pour un discours pseudo-savant, pseudologique, justement, qui est clos et qui ne va jamais renvoyer au réel, et comment, du scientisme en passant par l'idéologie, par la politique, l'idéologie, on arrive justement à ces psychopathologies, je pense, à ces comportements qui sont effrayants, donc pervers, paranoïaques de la part de beaucoup de gens dans l'administration particulièrement, et quels sont les impacts que ça peut avoir du coup sur les récipiendaires de ces discours qui sont détruits, qui sont effectivement scindés, qui souffrent de beaucoup de troubles, en fait, parce qu'à partir du moment où vous détruisez le langage, vous détruisez la psyché, tout simplement. Enfin, la psyché fonctionne avec le langage, c'est évident. Et donc, si vous détruisez toutes les formes de langage et tout le lien du langage au réel, vous devenez littéralement fou. Donc oui, c'est bien des garde-fous à tous les niveaux qu'on essaie de mettre en évidence. Alors justement, vous parlez ensuite pas mal de la sophistique, on va revenir dessus parce qu'il y a pas mal de choses très intéressantes à dire. Mais pour revenir sur donc ce premier chapitre qui parle de la perversion de la science, je lis, on revient ainsi à une forme d'omnipotence divine. Au commencement du monde était le verbe, au commencement du monde était l'équation. Et ça vient juste après justement la déliaison au réel. Est-ce que vous pouvez en dire deux mots par rapport à ça? Je vais commencer, et puis après, je pense que Ariane prendra la suite. Le problème, c'est que on a fait confiance à des simulations de Ferguson qui annoncent qu'on sait modéliser une épidémie, que cette modélisation, en fait, correspond à la réalité. C'est ce qui ressort, par exemple, justement de l'avis du Conseil scientifique du 17 mars, en fait, enfin du 12 mars, pardon, avant la prise de décision du confinement, et qu'en résolvant des équations, on est capable de comprendre le futur du monde. Et donc, du coup, en agissant sur des paramètres de l'équation, on est capable d'arrêter une épidémie comme on arrêterait les plaies d'Égypte, si vous voulez. Donc, c'est de la folie furieuse parce qu'on essaie de faire croire qu'on saurait comprendre mathématiquement la diffusion d'une épidémie aussi sûrement que le mouvement des planètes. Et c'est vrai que la mathématisation de la physique du monde commence par Galilée et par Newton avec le principe fondamental de la dynamique et le calcul par Newton, donc à partir de Kepler, de la gravitation en 1 sur R2. Donc, de ce point de vue-là, le langage mathématique, effectivement, a permis de reformuler, parce que les mathématiques ne font que reformuler des choses. Comme je dis souvent, les mathématiques, enfin, c'est pas de moi, c'est de Bertrand Russell, ne font que démontrer qu'un quadrupède est un animal à 4 pattes. Donc, vous reformulez les choses, mais vous inventerez jamais rien, et il n'y a rien à comprendre d'une équation mathématique en soi, j'allais dire. Donc, effectivement, il est possible que les mathématiques parlent du réel, mais si c'est un réel en général inerte, non vivant. Le passage, il y a une barrière épistémologique énorme sur le passage au vivant, et un virus, c'est pas un atome. Bon, voilà. Un virus, vous ne savez pas comment il se déplace, vous ne connaissez pas, il peut muter, il peut mourir, il peut se reproduire. Enfin, c'est un être vivant, donc qui naît, qui se reproduit, qui naît, qui grandit, se reproduit et meurt. Et donc, vous n'avez rien de déterministe là-dessus. Et du coup, il n'y a absolument aucune équation déterministe simple, évidemment, à mettre en évidence pour modéliser une simulation, éventuellement a posteriori. Vous pouvez, de manière analytique, une fois que vous connaissez tout, essayer de reconstruire des modèles pour comparer, d'ailleurs, plutôt les pays entre eux qu'autre chose, mais il n'y a rien à prévoir. Donc, on vous dit qu'au commencement de l'épidémie est l'équation du modèle Hessier. En gros, c'est ça, on peut résumer à ça ce que fait Cauchemès et ce que fait l'épidémiologie depuis plus d'un siècle. Et ils sont toujours trompés. Ils sont toujours trompés depuis Ross, qui avait inventé le théorème du moustique, qui n'a jamais fonctionné, avec lequel on a essayé d'éradiquer le paludisme, mais bon, c'est absolument pas comme ça qu'on l'a éradiqué. Et donc, il y a une idée de toute puissance dans le fait d'avoir un langage divin, c'est-à-dire on se prend pour Dieu, tout simplement. Enfin, on se prend pour Dieu en pensant qu'on a découvert le secret de l'univers grâce à une équation. Enfin, et là, c'est d'un point de vue, je dirais, psychopathologique qu'il faut envisager les pseudo-scientifiques qui se permettent de croire en des fadaises et des balivernes pareilles. Donc là, effectivement, il y a un aspect de toute puissance
de la part de certaines personnes, et c'est ça qui est très dangereux. Et c'est ça qui va être contagieux, en fait, au niveau de certaines élites, et entre guillemets, enfin, en tout cas, personnes qui ont la décision. Et c'est là, en fait, où il faut de toute façon enclencher la psychologie. Sans la psychologie de la toute-puissance, je pense qu'on ne peut pas comprendre les États totalitaires. Absolument. Absolument. Après, on peut souligner qu'il y a donc plusieurs fraudes épistémologiques. L'épistémologie, c'est la partie de la philosophie qui étudie les conditions possibles de la science. Et donc, ce qu'a mentionné Vincent, c'est donc une confusion dans l'objet d'étude, puisque si on étudie le vivant, on ne peut donc pas réduire le vivant à de la matière morte, qui est les mathématiques ne sont pas faites pour étudier le vivant. Donc il y a une réduction, il y a un réductionnisme qui est une fraude intellectuelle, une fraude, enfin, c'était une fraude épistémologique. Ensuite, il y a une autre fraude épistémologique, c'est ne pas tenir compte de l'expérience, c'est-à-dire de ne pas tenir compte des retours d'expérience, du fait que précisément parce qu'on est sur du vivant, on est sur de la science opérative, pour prendre des anciennes catégorisations médiévales, même antiques, de la philosophie entre les sciences spéculatives et les sciences opératives. Les sciences spéculatives sont celles qui spéculent, donc on reste dans des concepts, dans de l'abstrait, mais entre le concept et le réel, il y a souvent un monde. Je veux dire, on le voit très bien si on regarde simplement des principes moraux et la réalité des dilemmes cornéliens, il y a toujours un monde en fait. Et donc, c'est un des exemples, mais le réel est fondamental et la médecine fait partie des sciences opératives, ne fait pas partie des sciences spéculatives. Donc, il y a encore une fraude à ce niveau-là. Il y a une fraude aussi de départ qui est donc, puisque nous sommes sur cette toute-puissance des mathématiques dont parle Vincent, nous sommes sur un déterminisme niant complètement donc, la liberté du vivant en général. Je ne parle même pas de la liberté politique, mais ça en fait partie, mais le caractère justement non déterministe. Et ce déterministe va les conduire à faire des oracles. C'est-à-dire que là, on a perdu complètement pied avec la science. On est capable donc de faire des prédictions, même plus que des prédictions, ce sont des oracles de savoir qu'il va y avoir tant de morts, etc. Donc, défiant complètement, il y a encore aussi une autre fraude. En fait, il y a plein de fraudes à l'origine, mais dans ce réductionnisme, c'est une simplification de modèles complexes. C'est-à-dire que Vincent a parlé de la question des virus, mais la question des virus, c'est la question du terrain humain, c'est en fait sur quel terrain, sur que nous sommes tous constitués d'une infinité de virus, ce ne sont pas des ennemis. Donc prendre ça pour une espèce de petit soldat ou bonhomme extérieur à qui il faut faire la guerre, qui se balade dans les airs sur des... Enfin, on est en plein délire. On est en plein délire, ça ne marche pas comme ça. Et le vivant, c'est une affaire système complexe. Donc, il y a un réductionnisme du complexe à quelque chose d'ultra simplifié qui ne correspond pas du tout à la possibilité d'un raisonnement scientifique. Et puis enfin, il y a la question des modèles scientifiques, c'est-à-dire que quand on fait de la science, encore une fois, c'est l'épistémologie, donc les conditions d'effectuation de la science posées par la philosophie qui nous donne ces catégories. Quand on fait de la science, on fonctionne par modèle, par paradigme, c'est-à-dire que on va construire un paradigme, mais ce ne sont que des manières imparfaites d'appréhender la complexité de l'expérience. Donc on doit toujours avoir cette humilité, et dans ces modèles imparfaits, l'observateur joue aussi un rôle. C'est-à-dire qu'il n'est pas tout-puissant, il n'est pas détaché de Dieu tout-puissant hors de son modèle, de la construction de son modèle. Bon, tout ceci, et sans compter en plus, ce dont certainement parlera Vincent ensuite, la confusion totale, l'imposture de l'épidémiologie à se prendre pour ce qu'elle n'est pas. C'est un petit peu comme si un littéraire se prenait pour un mathématicien. C'est pas possible, c'est pas dans les mêmes, c'est pas au même endroit. Et l'épidémiologie, elle se revendique de cette espèce de scientificité dure à travers des statistiques, à travers des mathématiques. Et l'imposture, elle est là. Fondamentalement, elle est là. Alors justement, pour parler de ce qui s'est passé dans le réel par rapport à tous ces sujets qu'on vient d'aborder, il y a ce fameux 12 mars 2020 avec l'avis du Conseil scientifique
qui détermina originellement toute la politique sanitaire de la France, dont le gouvernement ne s'écartera jamais. Chercheur à l'Institut Pasteur, l'un des plus jeunes membres du conseil scientifique, Simon Cochemez, la voix de son maître, Neil Ferguson. Donc Neil Ferguson, c'est le gars qui nous prédit, même H1N1, il avait déjà prédit je ne sais plus combien de centaines de milliers de morts. Il s'était trompé, et malgré tout, on a réécouté la même personne qui s'est encore trompée. Et donc voilà. Donc c'est l'épidémiologiste anglais très controversé, vous écrivez, qui rédigea l'essentiel de la partie liée aux prévisions, même s'il refusa de s'identifier dans le document public. Et il posa les 2 axiomes de base dans la manière de considérer l'épisode sanitaire. 1. Il existe une référence mathématique et informatique dans la modélisation de l'épidémie, celle de Neil Ferguson à l'Imperial College. Et 2. Dans ce modèle, la seule possibilité de lutter contre la diffusion du virus consiste à diminuer le nombre de contacts. Oui, c'est exactement ça. C'est-à-dire que, en fait, dans le rapport du conseil scientifique du 12 mars, il y a tout. C'est-à-dire qu'en fait, il vous dit c'est un modèle issu de 2006, d'une grippe précédente, etc., qui reste une référence. Il va dire qu'il reste une référence dans la gestion des épidémies. C'est ça qui est écrit. Alors que ça n'a jamais servi à personne, sinon à dire n'importe quoi depuis des années. Et c'est d'autant plus grave que le rapport du Sénat sur justement la grippe H1N1 de 2009, en fait, qui avait donc donné lieu en 2010 à un rapport du Sénat où il y a tout dedans. Moi, j'engage tous les web auditeurs, je sais pas comment on dit, à aller lire ce rapport qui est en ligne, qui est public. Et déjà, à ce moment-là, en 2010, les sénateurs pointaient du doigt les modèles mathématiques qui avaient exagéré le nombre de morts possibles sur H1N1. C'était déjà Ferguson derrière la baguette, c'était déjà à l'OMS, manifestement, c'était déjà les mêmes modèles qui veulent rien dire, avec des paramètres qui sont complètement irréalistes. Enfin, il n'y a rien de réel. Et pourtant, 10 ans après, on reprend les mêmes et on recommence sans que ça fasse froncer un sourcil à qui que ce soit, sans quelqu'un se dise mais attendez, Ferguson, mais c'était déjà celui-là dont en 2010 on a dit qu'il fallait surtout plus l'écouter et qui a mis tout le monde dedans. Donc ils ont dit bah voilà, de toute façon ils ont redit ce qu'ils avaient dit en 2009. Ils n'ont jamais changé de logiciel, jamais changé de toute façon de certitude délirante. Donc la seule manière de modéliser, c'est celle qu'on connaît par l'algorithme de Ferguson qui est enfin, il est vraiment atroce, c'est vraiment atroce, c'est ce qu'il a fait. Enfin, il n'y a pas de nom, c'est honteux, tellement c'est honteux. Et derrière, la seule manière de lutter contre la diffusion, c'est la diminution des contacts. Alors, on ne sait pas ce que ça veut dire, un contact, parce qu'on ne sait absolument pas comment se diffuse le virus. Hein. Et on a diminué les contacts partout, sauf par exemple dans le métro, parce que les transports en commun, bon, il fallait les faire fonctionner, sinon personne n'irait travailler. Donc, du coup, on a prétendu ensuite, dans une étude de Comcord de l'Institut Pasteur, que le métro était un lieu de sûreté par rapport à la diffusion du virus. Alors bon, si on se dit qu'effectivement le virus se transmet, peu importe que ce soit aérosol, que ce soit par les surfaces, que ce soit par les contacts, etc. Bon, il n'y a rien de pire que le métro. Donc, du coup, c'est voilà. Donc, c'est délirant. Et donc, pour diminuer les contacts, on a dit, il fallait absolument confiner tout le monde. Sauf qu'en fait, c'est vraisemblablement pas comme ça que ça marchait, parce que il apparaît assez clair que les surfaces ont joué un grand rôle dans la diffusion du virus, et le schéma du confinement, c'était tout le monde allait se contaminer dans les rares lieux qui restaient ouverts pour aller faire ses courses, faire le plein d'essence, etc. Et ensuite, une fois que vous êtes confiné à la maison, personne n'y échappe, parce que si vous restez trop longtemps avec les proches, du coup, vous avez accéléré en gros la pandémie avec le confinement. Alors, c'est absolument hallucinant de voir que toutes ces notions, qui sont des prénotions au sens de Durkheim, en fait, n'ont jamais eu aucune influence sur la diffusion de l'épidémie. Et moi, j'ai fait des calculs honnêtes, qui sont reproductibles et accessibles par tout le monde, qui montrent que celui qui a eu la diffusion la plus lente, c'était quand même la Suède. Donc au printemps 2020. Donc bon, c'est la seule qui n'avait pas confiné. Elle n'a jamais confiné sa population. Ouais. Jamais confiné. Je ne crois pas qu'elle avait imposé les masques non plus obligatoires. Jamais. Et voilà, et celle qui est la diffusion la plus lente, et 1,5 fois plus lente, dans mes calculs, la diffusion de l'épidémie en Suède est 1,5 fois plus lente que dans tous les autres pays qui ont confiné en Europe strictement. Mais bon, c'est pas grave, ils peuvent quand même annoncer ça, et on fera ça. Et dans ce rapport-là, ils disent bien que c'est la seule solution en attendant les vaccins. Qui plus est. Alors, justement, on va reparler de Cochemez, qui donne le là, donc je suis page 73 là. Il donne le là, je dis ça pour ceux qui auraient le livre sous la main.
Cauchemès donnera donc le là de toute la politique sanitaire que nous payons encore aujourd'hui en France. Avis du Conseil scientifique du 12 mars 2020. En l'absence de vaccin, outre les mesures barrières, la seule option est de diminuer les contacts que nous avons les uns avec les autres pour réduire la transmission. Sachant que vous écrivez, page 72, juste avant, qu'en particulier, on ne connaît rien de précis s'agissant, comme tu viens de le dire, de la transmission des virus. Donc on est vraiment déjà dans une absurdité totale. Et attendez, c'est pas terminé, parce que là, c'est quand même exceptionnel. Vous écrivez, page 74, on remarquera au passage que la littérature citée ne constitue qu'en fait qu'un autoréférencement, c'est-à-dire que les auteurs se citent eux-mêmes comme preuve de leur raisonnement. Est-ce qu'on peut revenir là-dessus? Parce que c'est quand même extraordinaire. Ça, c'est typique de la perversion, hein, l'autoréférencement. Voilà, je suis la preuve de moi-même. c'est totalement typique des profils pervers. Oui, effectivement. C'est-à-dire qu'en fait, quand on va fermer les écoles, on ferme les écoles sur, en gros, la thèse de Cauchemès, qui a fait sa thèse sur la fermeture des écoles en temps de grippe. Il aura le culot de dire dans le rapport du 12 mars qu'un outil classique, usuel de gestion des épidémies de grippe, c'est la fermeture des écoles. Personne n'a jamais fermé les écoles pour juguler la diffusion de la grippe à aucun moment, mais lui, il a fait une thèse de simulation, en gros, là-dessus. Et il croit que c'est la réalité. Il pense que effectivement, on a toujours joué comme ça. Il va citer des gens, soit eux-mêmes, effectivement, soit des gens qui sont dans le groupe, en gros, de Ferguson ou voilà, il y a un petit groupe autour de Ferguson, dont Cauchemès fait partie. Et en fait, ces gens-là sont dans un délire d'autoréférencement complet. Nous sommes la science, et nous sommes le réel, en fait. Le réel correspond à notre simulation. Et là, pareil, il y a une déliaison totale entre le discours et le réel. On voit que là, c'est hallucinant. Et en fait, le conseil scientifique, c'est le ministère de la Vérité. On leur a donné la possibilité de dire ce qu'est la science, et ils ont décidé que la science était le point barre. Et il n'y a aucune critique possible. C'est un truc complètement fermé. Vous ne pouvez pas rentrer dans la critique de ce que fait le conseil scientifique. Et là, effectivement, comme dit Ariane, là, vous avez un phénomène, un fonctionnement délirant, contagieux, partagé, en fait, qui commence à être celui, je pense, des organisations qui vont vers la pathologie, en fait. Sauf que là, c'est une pathologie scientifique. Et je pense que beaucoup de scientifiques ont de toute façon le risque d'aller vers le délire, en fait. C'est quelque chose, et si vous n'interrogez pas votre rapport à la science, très vite vous allez sombrer dans le délire, en fait. Donc c'est quelque chose qui est frappant dans le conseil scientifique, et quand vous voyez, enfin je m'excuse de le dire aussi brutalement, mais quand vous voyez Delfrécy, c'est une déliquescence totale. Enfin, quelqu'un qui invente le vaccin médicament pour finir. Enfin bon, les types sont complètement délirants, quoi, à la fin. Et Cauchemès, dans un article du Monde, dira mais de toute façon, il n'y a rien à prédire en épidémiologie, c'est beaucoup trop complexe. Il va le dire en mars 2021. Un an après la crise, les journalistes vont quand même lui poser la question en disant vous ne trouvez pas que vos prévisions étaient un petit peu exagérées? Il dit non, pas du tout, mais de toute façon, c'est pas grave parce qu'on ne peut rien prédire. Et donc, le type est en complète contradiction avec lui-même, et ça, c'est pareil, c'est extrêmement inquiétant. Alors, justement, j'aimerais revenir sur la citation. Vous citez le sociologue Pierre Bourdieu dans son analyse tirée de La force du droit. Il écrit donc « À la différence de l'insulte lancée par un simple particulier qui, en tant que discours privé, idios logos, n'engageant que son auteur, n'a guère d'efficacité symbolique, le verdict du juge qui tranche les conflits ou les négociations à propos de choses ou de personnes, en proclamant publiquement ce qu'elles sont en vérité, en dernière instance appartient à la classe de nomination ou d'institution et représente la forme par excellence de la parole autorisée, la parole publique, la parole officielle, qui s'énonce au nom de tous et face à tous, et à la face de tous. » Et donc là, moi, ça me fait immédiatement penser à tous ces médecins de plateau, à tous ces prévisionnistes dont vous l'écrivez d'ailleurs un peu plus loin dans le bouquin, leur parole n'a jamais été remise en cause, en fait. Et ça, c'est aussi très symptomatique du totalitarisme.
Oui, oui. Alors effectivement, c'était, je citais ça surtout pour reprendre ce que je disais, c'est-à-dire le Conseil scientifique comme ministère de la vérité qui a besoin, en fait, la justice a besoin. En fait, la justice a besoin du Conseil scientifique parce que sans Conseil scientifique, tout ce que pourrait dire le juge à propos de la proportion, par exemple, entre les mesures et la gravité de l'épidémie, ou en fonction effectivement de l'évolution de l'épidémie qui nécessiterait des mesures particulières, tout ça s'écroule. Le juge ne ferait que donner son opinion et en tant que tel ne représenterait absolument aucune force sociale constituée susceptible de dire à la face de tous ce qu'est la vérité et vérité à laquelle bien sûr vous devez ensuite vous plier au nom du juge. Donc effectivement le juge lui va être victime de ça et effectivement cette force sociale que vont être les médecins de plateau télé qui arrivent avec le titre de docteur professeur, même souvent c'est des gens qui sont hospitalo-universitaires, qui dirigent des services, qui ont des titres prestigieux, et ceux-là donc forment un groupe au nom duquel on peut hélas avoir des décisions de justice. Et moi je me souviens très très bien que il y avait eu un référé liberté comme ça qui a été fait dans les Landes en août 2020. En août 2020, le préfet réimpose le masque en extérieur. Il y a quand même des gens qui disent bon, ça suffit un peu, c'est quoi cette histoire, et qui font un référé liberté auprès du juge administratif, bien sûr. Et le juge administratif dit ouais, bon, d'accord. Alors à l'époque, dans les Landes, je précise, il y avait 4 personnes à l'hôpital pour les raisons de Covid. En gros, vous les comptiez sur la doigt d'une main. Et en fait, la personne qui fait le référé liberté dit bon, vous trouvez pas que c'est un petit peu exagéré là tout ça, donc une disproportion entre les mesures et la réalité. Et le juge dit ah mais oui, mais attendez, il y a une croissance exponentielle de l'épidémie. Bon, ne demandez pas au juge ce que c'est qu'une croissance exponentielle de l'épidémie, il n'en sait rien. J'ai fait tout un CSI sur les fameux décollages exponentiels des épidémies, soi-disant, qui duraient très peu de temps. En France, avec les calculs que j'ai faits, le décollage exponentiel s'arrête le 22 mars. Donc, 22 mars, vous commencez déjà, en gros, à faire en sorte que les choses aillent en diminuant. Une semaine après le début du confinement. Oui, c'est-à-dire en gros 3 semaines, alors surtout 3 semaines après le début de l'épidémie, puisque le confinement, en fait, n'aura pas eu. Oui, il n'a pas eu spécialement d'incidence. On peut le voir avec la Suède, par exemple. Surtout une influence inverse, mais en disant que sur le décollage exponentiel, il n'y a eu aucune influence. Ça c'est sûr sur la phase exponentielle. Et donc en fait, vous avez des juges qui vont reprendre donc des avis du conseil scientifique, des avis des médecins de plateau de télé, et tout ça effectivement, ça constitue une force sociale au nom duquel le juge peut parler, en l'occurrence une force scientifique, mais en l'occurrence une force scientifique dévoyée qui agit comme le ministère de la vérité et de manière propagande. Et donc effectivement, vous faites sauter le conseil scientifique. S'il n'y a pas de conseil scientifique, il n'y a plus de politique sanitaire, puisque en particulier dans la restriction de liberté, puisque à ce moment-là, vous avez des juges qui diront écoutez, oui, effectivement, à partir du moment où il n'y a pas de lien entre les mesures et puis une gravité supposée de l'épidémie, du coup, je suis bien obligé de retoquer les mesures. Donc, en fait, il y a le ministère de la vérité, et le rapport, justement, à la vérité, je pense, est le rapport fondamental qui est tout à fait psychanalytique, en fait. Alors, justement, par rapport on va terminer sur le conseil scientifique là-dessus, on va passer à la deuxième partie juste après, mais il y a quand même un truc, franchement, ce livre est très intéressant, et puis c'est aussi drôle parfois, je vous avoue, j'ai bien rigolé, là-dessus c'est formidable. Aujourd'hui, donc ils expliquent, c'est le conseil scientifique. Aujourd'hui, avec 85 000 morts, selon nos estimations, environ 17% des personnes infectées, nous voyons par une simple règle de 3 que le Covid aurait en effet pu causer des centaines de milliers de morts. Nous donnions aussi une létalité, donc c'est la proportion de décès parmi la population infectée, située entre 0,5 et 1%, et c'est ce qui a été confirmé depuis. Donc là, on vient de parler tout à l'heure, c'est plutôt 0,1, on est d'accord, Vincent? Voilà, donc c'est pas du tout confirmé depuis. Même avec les connaissances actuelles, je ne changerai pas le texte de ce premier avis. Notons au passage, je pense que c'est toi qui écris ça, Vincent, que tout au long de ces avis éclairés, le conseil scientifique n'a jamais dépassé la règle de 3. C'est quand même formidable pour un conseil scientifique. Oui, tout est faux. Alors, pour la règle de 3, c'est celle qu'ils avaient appliquée en particulier dans l'article de Nature, en fait, de septembre 2020, celui qui a présidé au second confinement. C'est les fameux 400 000 morts de Macron. Je ne sais pas si vous vous souvenez, c'était un discours en octobre 2020 à la télé. Si nous ne faisons rien, 400 000 morts. Alors rien, c'est à nouveau le confinement, etc. Et en fait, ils avaient fait une règle de 3 à partir du seuil d'immunité collective, qui en plus est une hérésie totale du point de vue de la modélisation
mathématiques. Ils ont dit, voilà, supposons que le seuil d'immunité collective soit à 60%, à l'époque il y a dit 70%, avec un R0 qui était à 3, enfin ce genre de conneries. Donc c'est-à-dire que tant qu'on n'a pas atteint donc 60% de 60 millions, c'est-à-dire en gros 40 millions, c'était à l'époque 40 millions, et 40 millions, si on applique un taux de létalité justement de 1%, ça faisait 400 000, voilà. Et donc ils ont dit 400 000 morts sur la base de calculs qui ne veulent rien dire. Et ils ont fait que des règles de 3 à partir d'un seuil d'immunité collective complètement délirant. Enfin bon, et ils n'ont jamais fait autre chose que ça. Et là c'est pareil, c'est du doigt mouillé en fait. En gros, si une létalité de 1% et que y a un seuil d'immunité collective à temps, sauf qu'en fait ces calculs-là, tu peux les faire tous les ans sur la grippe. Sur la grippe, c'est exactement pareil. Tu peux annoncer 500 000 morts avec des règles de 3 qui sont les mêmes, qui sont complètement idiotes, avec des R0 qui sont les mêmes, puisque R0, que ce soit une grippe ou voilà. Et comme on l'a dit, les seuils sont plutôt. Voilà, donc ils prennent tout, en fait, à l'avenant. Enfin, vous pourriez discuter avec n'importe qui au café du commerce, ce serait la même chose. En fait, il n'y a rien de scientifique là-dedans. Et donc, depuis le début, le type raconte n'importe quoi. Et dans la même interview, celui qui dit qu'il ne s'est pas trompé, il dira à la fin, oui, mais de toute façon, il n'y a rien à prévoir. C'est beaucoup trop complexe pour qu'on prévoie quoi que ce soit. Donc, bon, c'est juste, on ne comprend pas comment, si ce n'est parce qu'il y a une propagande médiatique et politique, on ne comprend pas comment on peut, que ces gens-là puissent avoir encore la parole. Enfin, moi, je ne comprends pas. Je comprends pas. Oui, bah écoute, je ne comprends pas non plus. Je pense que je sais pas ce qu'il en est d'Ariane, mais tu veux peut-être dire un mot sur cette partie, Ariane, avant qu'on passe à la perversion du langage? Non, je crois que Vincent a tout résumé. On a vraiment affaire à une imposture de A à Z, quoi. Je peux quand même dire que je crois que c'est très important qu'on prenne le temps de revenir sur cette imposture comme nous sommes en train de le faire, plutôt que de passer à autre chose tout de suite, comme évidemment le pouvoir nous y incite. Parce qu'une fois qu'on a compris jusqu'où va l'imposture et la complicité des intellectuels et la complicité des scientifiques et la complicité d'un certain nombre de gens dans la population, on comprend le grand danger qui nous guette avec les substitutions idéologiques, c'est-à-dire remplacement d'une idéologie par une autre et rebelote. Et de toute façon, je pense que cette affaire de délire sanitaire est loin d'être terminé parce que ça fait partie des thèmes. L'hypocondrie délirante fait partie des thèmes de la psychose paranoïaque, des thèmes dans les délires, et ça en fait partie. Donc je pense que c'est pas terminé. Mais je pense qu'aussi on a des substitutions idéologiques et ça va fonctionner sur les mêmes impostures, les mêmes mensonges et les mêmes pseudo-experts qui sont en fait des gens médiocres et qui en profitent parce qu'à un moment donné, la dérive totalitaire leur permet d'avoir enfin une existence là où ils ne l'avaient pas. Voilà. Et justement, vous en parlez on reviendra dessus tout à l'heure dans la troisième partie sur la perversion de la morale. J'ai noté page 226, vous parlez de la fracture du temps et de l'espace. Et pardon, page 222 et page 226, vous parlez du fait qu'il faut éviter justement pour le totalitarisme une chronologie des faits pour ne pas laisser de traces. Et ça, c'est très important. C'est pour ça que je suis très content qu'on puisse faire cette émission et je suis très content que ce livre existe parce que justement, c'est une trace. Et ça permet de le pire pour le gouvernement actuellement, ça serait que les gens se rappellent. C'est pour ça qu'ils essayent toujours, voilà, on veut nous faire passer à autre Absolument. Chose, et c'est important de se rappeler ce qui s'est passé. On va parler maintenant, si vous voulez bien, de la perversion du langage. Et je vais commencer par ces mots de Klemperer. Donc, les mots peuvent être comme de minuscules doses d'arsenic, on les avale sans y prendre garde. Il semble ne faire aucun effet, et voilà qu'après quelques temps, l'effet toxique se fait sentir. Et justement, vous écrivez derrière que les mots perdent de leur valeur, peuvent parvenir jusqu'à inverser la désignation des victimes et des bourreaux. Est-ce que vous pouvez revenir là-dessus ? Oui, je pense que c'est central, en fait. La question de la langue, de la corruption de la langue est centrale parce que nous sommes des sujets parlants. Nous appréhendons nos représentations du monde, nos représentations mentales du monde à travers notre parole. Et notre parole nous a été transmise dans une communauté de signifiants et de sens qui nous relie à notre histoire passée de civilisation, à nos ancêtres et tout un certain nombre de racines également étymologiques qui nous font nous immerger dans un environnement qui a du sens. À partir du moment où on corrompt la langue, on corrompt la pensée, on corrompt la possibilité même de
se construire une représentation du monde. Je ne parle même pas d'une représentation cohérente, mais tout simplement même une représentation du monde. Et tous les totalitarismes veillent activement à corrompre la langue, c'est-à-dire la parole, pour pénétrer les esprits et les empêcher de pouvoir nommer tout simplement les maltraitances qui sont faites aux gens et les dommages, les spoliations, les escroqueries, le harcèlement qui leur est fait. Et évidemment, le plus raffiné pour un bourreau, c'est de faire croire à sa victime que si elle est victime, c'est qu'elle est coupable en fait. Hein. Donc de toute façon, ça c'est le comble du raffinement. Et pour cela, il faut manipuler la langue. Alors bien sûr, c'est un hommage à Klemperer qui a été persécuté par le nazisme et a construit son livre en pleine persécution nazie pour essayer de comprendre ce qui se passait dans la langue nazie. Et en particulier dans la langue nazie, il y a plein de mécanismes, hein, mais il y a vraiment quelque chose qui est la réduction de l'humain, premièrement à une fonction, une pure fonction, et deuxièmement une réduction mécanique, tout en mettant des termes organiques à des endroits où ils n'ont pas lieu d'être. Enfin, donc il y a tout un espèce de traficotage de la langue que malheureusement nous avons retrouvé en étudiant, parce que j'ai notamment repris de nombreux discours de Macron pour les étudier dans le détail, et malheureusement il y a plein de procédés en fait rhétoriques qui sont extrêmement questionnants. Alors justement, on va pouvoir parler de tous ces procédés rhétoriques, on va parler des syllogismes, on va parler des sophismes, on va parler donc le syllogisme, hein, vous écrivez donc le syllogisme est un discours par lequel certaines choses étant posées, quelque chose d'autre en résulte nécessairement du seul fait de ces données. Et du coup, vous montrez par plusieurs exemples l'absurdité. Ça m'a fait penser un peu à Rhinocéros avec le logicien d'ailleurs. Donc voilà, on part d'un principe tout homme est rationnel. On enchaîne. Or, le lion est un homme. Donc, le lion est rationnel. Ou alors, exemple 2, tout ce qui est rationnel est immortel, or l'âme humaine est immortelle, donc l'âme humaine est rationnelle. Alors, on arrive en fait à des syllogismes qui nous permettent de dire absolument n'importe quoi. Enfin, je ne sais pas comment expliquer ça. En fait, la conclusion est fausse, par exemple, la fausseté de la mineure, en fait. Tout ceci est étudié depuis extrêmement longtemps. Ce sont des bases de notre culture qui malheureusement sont oubliées parce qu'elles ne sont plus enseignées et à dessein depuis quelques décennies. Mais tout simplement, la question est quelles sont les conditions du raisonnement vrai. Voilà, c'est tout. Et donc ça, on remonte à la Grèce antique, la philosophie grecque. Quelles sont les conditions du raisonnement vrai? Quand un raisonnement est faux, ça s'appelle un sophisme. Et donc, qu'est-ce que c'est un sophisme? C'est la capacité de défendre dans un raisonnement que le vrai est égal au faux, ou que le juste est égal à l'injuste, ou que le bien est égal au mal. Voilà. Donc, ce sont des faux raisonnements. Donc, la question que s'est posée la rhétorique depuis des siècles, c'est quelles sont les conditions du raisonnement vrai ou les conditions du raisonnement faux. C'est pour ça qu'on a pris beaucoup d'exemples et on a essayé de démontrer que dans cette crise, nous n'avons eu affaire presque qu'à des sophismes. Alors, des fois, ils ne sont pas affichés clairement, mais ils sont sous-entendus. Voilà. Et ils existent. Et donc, si on accepte un raisonnement faux, eh bien, la conclusion, forcément, sera fausse. Et le problème de la conclusion d'un raisonnement faux, c'est que ça pousse à des actions. Donc, en clair, si on dit, pour prendre un exemple historique, les Juifs sont porteurs de typhus, les Juifs sont vecteurs de maladies, donc ils sont comme des parasites qui sont vecteurs de maladies. Donc, puisqu'ils sont comme des parasites qui sont vecteurs de maladies, il va falloir les traiter comme des parasites. Comment est-ce qu'on traite des parasites? On les extermine, on les gaze, etc. Donc, la conclusion du raisonnement faux mène à des actions qui peuvent être extrêmement graves, d'où la nécessité de soigner les conditions du raisonnement vrai. Et donc, nous sommes revenus sur l'ampleur des sophismes de cette crise.
Alors, justement, enfin, il y en a plusieurs que j'aimerais bien citer parce que c'est vraiment très édifiant, hein. Donc, on a première assertion, l'épidémie justifie une dictature. Donc, la majeure, c'est donc il y a toujours une majeure, une mineure et puis une résultante qui est fausse. Donc, la majeure, c'est un grand danger justifie une dictature. Donc, par exemple, de destituer les citoyens de leurs droits inaliénables. Et la mineure, c'est or l'épidémie est un grand danger qui menace l'humanité. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire? Du coup, il faut faire une dictature. Il faut destituer les. Donc l'épidémie justifie une dictature. Voilà, c'est ça la déduction. On a aussi donc l'épidémie justifie une dictature. Seul un donc le deuxième c'est seul un vaccin. Voilà. Le deuxième c'est seul un bouclier immunitaire peut faire barrage à une épidémie. Or un vaccin est le seul moyen d'acquérir ce bouclier immunitaire. Déduction, donc seul un vaccin peut faire barrage à l'épidémie. Et vous revenez dans les notes sur rien que l'usage du terme vaccin, parce que dans le sophisme, il y a aussi des usages qui sont un peu dévoyés, dans le sens où vous expliquez que, notons en outre que l'usage du terme vaccin pour désigner les injections en cours est tout à fait discutable, de même que sa finalité. Je rappelle, à toute fin utile, qu'un vaccin, c'est un agent pathogène qui, inoculé à un individu, lui confère l'immunité contre une maladie. Ça, c'est la définition du Larousse. J'ai fini par l'apprendre par cœur. On est encore actuellement dans des essais cliniques. Donc, du coup, dans tous les cas, c'est quand même très important de montrer que même dans les sophismes, on peut pervertir le langage dans le sophisme. Je trouve que c'est fractal, en fait. C'est incroyable. Troisième sophisme, un vaccin est le seul moyen qui sauvera l'humanité du grand danger qui la menace. Donc là, la majeure, c'est l'épidémie est un grand danger qui menace l'humanité, et seul un bouclier immunitaire peut faire barrage à l'épidémie. Mineur, or un vaccin est le seul moyen d'acquérir ce bouclier immunitaire, et seul un vaccin peut faire barrage à l'épidémie. Donc la déduction, donc un vaccin est le seul moyen qui sauvera l'humanité du grand danger qui la menace. Donc voilà pour les trois exemples de sophismes que vous avez cités dans votre livre. Et on voit bien qu'en effet, ces sophismes ont mené à des politiques sanitaires qui ont impacté les droits inaliénables des êtres humains et qui ont impacté, qui les ont impactés dans leur chair, au final. Oui, alors juste, ce qui est intéressant dans ces sophismes, c'est tout est faux. Dans un sophisme, il peut y avoir plusieurs choses qui sont fausses, la majeure ou la mineure. Pour plein de raisons, mais là tout est faux. En général, la majeure et la mineure sont fausses, et une des raisons qui font que ça peut marcher dans la tête des gens, c'est uniquement une propagande répétée par les médias qui va faire accepter la majeure, la mineure et effectivement la conclusion, et c'est très facile. Une des raisons pour lesquelles on a voulu formaliser le raisonnement logique, si vous voulez, avec l'étude des mathématiques qu'il y a, c'était parce qu'on savait qu'on se trompait. Et en fait, un des gros problèmes du syllogisme tel qu'il est décrit par Ryan, c'est que c'est un syllogisme qui est dans le langage naturel. C'est-à-dire que les syllogismes ils sont à la fois entre la forme et le sens. Normalement, un syllogisme étant une déduction, la déduction ne doit dépendre que de la forme. Et si les formes ne sont pas correctes, la déduction est fausse. Sauf que là, ce qui fait qu'on se laisse embarquer, c'est que on donne du sens en fait au syllogisme, c'est-à-dire qu'on ne le considère pas comme une pure forme grammaticale, mais en fait, on essaie de lui donner une forme un peu concrète. Et du coup, c'est ce qui fait que la propagande peut agir, parce qu'elle vous donne du sens et vous fait croire en fait à des raisonnements qui sont complètement faux. Donc, c'est une perversion du sens qui permet de faire en sorte que le syllogisme en fait, soit cru par la population. Alors, on revient justement sur ce que vous disiez dans la première partie, c'est-à-dire qu'on essaye de faire en sorte que la narration s'adapte au réel qu'on veut donner au réel, qui n'est pas vraiment le réel. Et c'est intéressant justement quand ça me fait penser à l'OMS, qui a changé en novembre 2020 la définition de l'immunité collective sur son site. Vous pouvez vérifier. L'immunité collective, avant, c'était une immunité soit naturelle, soit vaccinale. Et puis, en novembre 2020, c'est devenu simplement une immunité vaccinale. L'immunité naturelle a disparu du site de l'OMS. Donc, ça corrobore exactement ce que tu dis là, à savoir qu'on a
non seulement une propagande, mais une modification de l'information en temps réel. Ça me fait penser à 1984 aussi, où ils réécrivent l'histoire au fur et à mesure des événements. Enfin, c'est complètement ça. Donc ensuite, alors j'ai noté merci en grand, parce que je trouve que c'est vraiment très très important ce passage-là. On est page 162. Donc vous parlez de l'empathie, donc en fait vous parlez des émotions qu'il convient de manipuler pour obtenir une soumission psychique. Donc on a l'empathie, la culpabilité, on a d'abord la peur, hein, la terreur, voilà, qui provoque la sidération, etc. Et ensuite on a l'empathie, la culpabilité et des chantages comme l'inversion accusatoire. Donc, par exemple, si on manifeste du doute sur le vaccin sauveur, on est un assassin d'autrui. Si on manifeste de l'affection à l'autre, on est encore un délinquant. Si l'on pense autrement, la pensée est criminalisée et la personne vouée aux gémonies. Cela se nomme du chantage, de l'inversion accusatoire, de la culpabilité. Car n'est-ce pas aux politiques de garantir la pérennité, la concorde et la sérénité du lien social en organisant sa possibilité? Entre parenthèses, par exemple, en équipant davantage les hôpitaux, en laissant les médecins prescrire et en cessant ce rapport malsain à la terreur. Renvoyer la responsabilité et partant la culpabilité sur le citoyen devenu fautif de respirer, de circuler, d'aimer, de penser, de s'exprimer est un processus pervers. J'aimerais bien que vous puissiez réagir là-dessus. Peut-être plus Ariane. Oui, oui. La manipulation de masse, elle opère toujours à plusieurs niveaux. Donc, on a un petit peu parlé de la manipulation du raisonnement, la manipulation de la langue. Là, c'est la manipulation émotionnelle. Elle les passe par les images, beaucoup, par des slogans, par les publicités. Et en fait, la manipulation la plus retorse, je trouve, c'est de renvoyer la responsabilité des incompétences ou plus que de l'imposture, des mensonges et de la destructivité du pouvoir sur les citoyens et donc qui sont coupables. Ils sont d'abord, c'est-à-dire on devient coupable de la santé d'autrui, donc c'est quand même un truc particulier, quoi. C'est-à-dire que la santé d'autrui n'est pas simplement liée au fait que je le fréquente ou pas, elle est liée à comment il s'alimente, à tout un facteur de ce qu'il fait du sport, ce qu'il se prend soin de lui ou pas. Enfin voilà, on a vu des gens en très mauvaise santé nous donner des leçons de morale sur la santé, c'est quand même assez particulier. Donc c'est d'abord une responsabilité personnelle. Donc ce chantage, cette espèce de lien que nous serions en fait coupables d'être en lien avec l'autre, est très effectivement est un processus pervers et qui ne fait que diviser la population, alors que l'essence du pouvoir, qui serait un pouvoir équilibré, serait justement de calmer les gens, de pouvoir les rassurer, de pouvoir éviter des effets de panique, de pouvoir prendre soin d'eux. Et bon, c'est bien évidemment pas du tout le programme. Hein. Ah, je crois qu'il est parti, Terry. Vincent, tu veux rajouter quelque chose? Oui. Non, pas grand-chose à rajouter, si ce n'est que effectivement la phrase essentielle, je crois, c'est celle de Racamier, enfin moi que j'adore, sur la perversion narcissique. Il dit un pervers narcissique est celui pour lequel un mensonge réussi vaut autant qu'une vérité. Donc c'est ce qu'on cherche par la manipulation, à faire réussir des mensonges. Et en fait, il n'y a que ça. Il faut manipuler pour faire en sorte que le mensonge réussisse, parce que sinon, évidemment, ça ne marche pas. Et la manipulation du langage, des émotions dont tu parlais, sert à ça. Donc oui, c'est un grand rapport au mensonge et à la vérité. Et celui-là, il passe par le raisonnement, il passe aussi par la perception des émotions. Et c'est une grande manipulation autour de ces notions-là qui est organisée par les médias, par le gouvernement, par l'école également. Je pense que l'école a eu un rôle dans la diffusion de la propagande. Et donc tout ça est extrêmement sérieux. Et effectivement, comme dit Ariane, ça ne s'arrêtera pas de sitôt. C'est structurel, en fait. Donc, oui, puis on peut rajouter quand même le fait de traiter. En analysant les discours, il y avait quand même beaucoup de thèmes qui revenaient. Il y avait notamment la question de la responsabilité, c'est-à-dire comment un gouvernement irresponsable, en fait, de manière projective, traite les citoyens d'irresponsables. Voilà.
Alors justement, par rapport donc dans ce livre-là, sachez qu'il y a énormément, et bravo Ariane, beaucoup de courage, hein, parce que je sais que tu as lu beaucoup de discours d'Emmanuel Macron. Ça n'a pas dû être facile. Tous. Bravo, parce que du coup, donc, alors c'est des perles, hein. Moi, c'est vrai que on les oublie, on a tendance à oublier trop vite, mais il y a des choses. Donc, par exemple, le processus pervers, on a ce discours-là le 16 mars 2020. Donc, le jour de l'annonce du confinement qui nous a tous sauvés du virus qui tue, à tous ceux qui, adoptant ces comportements, ont bravé les consignes, je veux dire ce soir très clairement, non seulement vous ne vous protégez pas, vous, et l'évolution récente a montré que personne n'est invulnérable, y compris les plus jeunes, mais vous ne protégez pas les autres. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous pouvez transmettre le virus. Même si vous ne présentez aucun symptôme, vous risquez de contaminer vos amis, vos parents, vos grands-parents, et de mettre en danger la santé de ceux qui vous sont chers. Donc là, on a vraiment ceux qui doutent sont irresponsables, sont des assassins de leur famille, de leurs proches, de leur mamie, de leur papy. Et puis on a justement Olivier Véran qui ajoute sur son compte Twitter. Donc ça, c'était un peu plus tard, hein, je pense. Voilà, le 9 mars 2021. Un peu plus tôt, 9 mars 2020. Non, le plus tard, 9 mars 2021. 2021, donc un an plus tard. On a Olivier Véran qui présente. Donc, vous parlez de cette publicité vidéo pour se faire vacciner. La vidéo de 50 secondes où on voit deux enfants, tout le monde l'a vu celle-là, hein, où on voit deux enfants sauter dans leurs bras de leur grand-mère, âgés, sans masque, avec un slogan. Parce qu'on rêve tous de se retrouver, vaccinons-nous. Tout en précisant qu'il faut continuer à appliquer les gestes barrières et à porter le masque, pour le moment, même vacciné. Et il rajoute sur Twitter, pour nous retrouver demain, vaccinons-nous. Ce qui a l'apparence, vous écrivez, d'un odieux chantage affectif. Je peux que vous donner raison là-dessus. Et voilà, ce livre est rempli de toutes ces citations qui permettent non seulement de retracer la chronologie, mais d'archiver tout ça, parce que c'est très important, surtout à l'aube de ce qui se passe aujourd'hui. Ça permet vraiment de comprendre. Alors, il y a cette phrase d'Emmanuel Macron du 13 avril 2020. Donc là, on revient en arrière. On est un mois à peu près après le début du premier... Alors, on appelle ça un confinement, mais il y a cette phrase que j'aime beaucoup. Confinement, c'est beaucoup plus joli que séquestration. Ça, c'est plutôt vers la fin du livre, mais c'est vrai qu'on appelle ça un confinement, mais au final, c'est une séquestration. Et il écrit, donc... non, je ne sais pas si... Alors, par exemple, l'épidémie, mort comme un chien méchant, mais le pouvoir saura l'en empêcher, bien évidemment. Et voilà, c'est le discours du 13 avril d'Emmanuel Macron. Cette épidémie, et écoutez bien, avec ce qui se passe aujourd'hui, on peut voir à quel point vraiment on a été pris pour des perdreaux de l'année. Cette épidémie ne saurait affaiblir notre démocratie, ni mordre sur quelques libertés. Donc, discours d'Emmanuel Macron du 13 avril 2020. Donc voilà, on a plein comme ça de discours. Je sais pas, comment tu as vécu ça, toi, Ariane, de relire tous les discours d'Emmanuel Macron? Qu'est-ce qu'il en ressort vraiment? Donc, cette notion de responsabilité, justement, de culpabilisation, et quoi d'autre? Sacrifice. Ouais, très sacrificiel. Oui, il est très sacrificiel. Il y a des amalgames. Des cibles des populations ciblées, hein, comme les populations et par exemple il y a les fêtes religieuses qui sont ciblées à un moment donné. Il y a des amalgames très très curieux entre des gens qui respecteraient pas les consignes, des alcooliques. Enfin, revenir sur le détail a été être très important en fait, parce que c'est vrai que quand on écoute un discours, on se rend pas compte de toute la portée qu'il peut y avoir dans ce discours, de revenir dans tout le détail de ce qui est écrit, des incohérences, des contradictions, des évolutions, des reniements, hein, parce qu'il y a eu des discours qui ont renié d'autres discours 2 semaines auparavant. Enfin, toute cette chronologie, c'est pas que les discours à l'intérieur du même discours, il y a toute une chronologie qui est très importante à appréhender. Alors justement, il y a le préfet qui appelle à sacrifier le mois de mars avec ce slogan avril sacrifié, mai libéré. Et justement, par rapport aux fêtes religieuses qui ont été attaquées, sauver Noël, mais sacrifier le réveillon du Nouvel An, par exemple. Oui, après, il y a tous les slogans. Et en fait, c'est toujours une logique pseudo-logique, paradoxale. Donc, ça sidère les gens dans la pensée qui ne comprennent plus rien. Et au bout d'un moment, comme ils ne comprennent plus rien, ils n'ont plus envie d'y réfléchir parce que il n'y a rien à réfléchir, en fait. Alors, écoutez, je vous propose donc très rapidement, donc il y a aussi une grande partie, donc on est page 170 à peu près sur tous les néologismes
Donc, ils sont absolument tous cités. Hein. Je pense que vous n'en avez pas oublié. Voilà, je vais en prendre un peu au hasard. Fournisseurs de soins de santé, épicentre, dépistage, détection précoce, médicaments antiviraux repositionnés, zoonoses, R0, PCR, mutation, 14N, agents pathogènes, voilà, bon, vague, cas confirmé, cas contact, cas primaire, cas suspect, contact étroit, contact non étroit, vecteur, ventilateur, virulence, voyage. Alors, donc, il y a des commerces qui sont devenus non essentiels, des choses qui sont devenues essentielles, d'autres pas essentielles, des clusters, voilà, des anglicismes qui sont arrivés comme ça. Bref, on a pas mal de choses sur justement toute cette novlangue. J'aimerais qu'on passe aussi sur. Alors, il y a quelque chose d'intéressant sur le nous. Le président souvent utilise le nous, justement. Et il y a un amalgame entre individu et famille. L'individu qui se fond dans le collectif. Et on a ce discours qui dit un jour où il dit nous avions l'habitude d'être des individus libres, mais nous sommes en fait des citoyens solidaires. Donc ça va toujours dans ce comment on pourrait expliquer toujours ce recours au nous qui nous inclut, alors que comme vous l'écrivez, est-ce qu'on est d'accord, nous, pour fusionner avec ce nous du président de la République? C'est aussi un processus assez classique des profils narcissiques. C'est inclure. Nous pensons ça de toi. En fait, dans le nous, il n'y a que lui qui pense ou elle. Mais c'est que la charge, en fait. Et donc, le fait d'inclure les gens, malgré eux, dans ce nous, dans cette fusion avec la parole du président, est un processus rhétorique peut-être un peu clairement malhonnête. Oui, je rappelle que le slogan de la campagne de Macron, c'est nous tous. Hein, donc, c'est effectivement bon, pour revenir. Et pour revenir sur ce que disait Ariane, le nous permet d'inclure, fusionner l'agresseur et la victime. Quand il y a, par exemple, un crime sexuel, tu ne diras pas ce que nous avons fait. Bon, voilà, il y a un agresseur et une victime, mais en fait, les deux sont fusionnés. Voilà, de sorte que, voilà, donc c'est, comme dit Ariane, le nous est un procédé classique de toutes les formes de manipulation, parce que ça permet de renvoyer, de faire. Alors, c'est très pervers au sens où la victime porte en fait, la faute de son bourreau quelque part. C'est toujours comme ça. Du coup, elle culpabilise. Et ici, il y aurait plein de choses à dire sur le nous, en fait, la fusion de tous dans un, qui est une thématique antédipienne, celui de la fusion, effectivement, un peu narcissique, qui est décrit par la psychanalyse de Rakami, par exemple. Et tout est autour de la fusion, de l'ensemble, de l'unité, du fait que les individus deviennent interchangeables, que l'ensemble en fait s'impose justement en dehors de chacun, et que chacun n'est qu'un élément de l'ensemble. Enfin, il y a énormément d'analyses à faire sur le sens de ça. Et le fait que Macron ne parle que de nous, mais comme disait Ariane, c'est qui ce nous, quoi. Nous avons fait des erreurs, par exemple. À un moment donné, il disait dans le discours, mais attendez, c'est qui? C'est les citoyens, ou c'est qui ce nous? Nous, on n'a pas fait d'erreur. Même tout le monde s'est soumis complètement à des dictates sanitaires sans aucun sens, mais nous avons fait des erreurs quand même. Bon. Donc en fait, et puis on sait, comme disait Ariane dans le livre, on ne sait pas quelles erreurs, de quoi il parle, tout est très flou. Et ce nous, c'est fait pour flouter, en fait. Et flouer du coup les citoyens. C'est aussi une technique des manipulateurs, hein, de toujours être très flou pour pas qu'on puisse leur reprocher des choses concrètes derrière. Et il y a aussi cette phrase qu'on peut entendre souvent, si vous entendez quelqu'un dire non mais si tu savais ce que les gens pensent de toi, oui en fait c'est la personne qui pense ça, et elle se dit non mais tout le monde le sait, etc. Tous les trucs comme ça, bon voilà, c'est toujours un peu pareil. On va passer rapidement sur la perversion de la morale. On est page 218, il y a quelque chose de très intéressant, je trouve, c'est sur le délire paranoïaque, qui prend toujours l'exception pour la règle et l'érige en norme. Est-ce que vous pouvez dire 2-3 mots là-dessus, justement, sur le délire paranoïaque qui prend l'exception pour la règle et l'érige en norme, sur laquelle il légiférera par la suite, d'ailleurs? Oui, c'est la logique actuelle qu'on voit très bien avec des lobbies minoritaires qui prennent leur exception pour la règle et qui veulent l'ériger en norme et l'imposer à tous. C'est une logique prosélyte, c'est une logique
inquisitorial. Voilà. Et c'est tout le temps la même chose dans les délires paranoïaques contagieux. Hein, voilà. Oui, ça existe effectivement chez ces épidémiologistes qui veulent vous faire croire que leur vision du monde est le monde lui-même. Voilà, c'est tout. Donc, on a fait une équation qui dit qu'on va tous mourir, donc on va tous mourir. Voilà, donc du coup, l'exception d'une certaine vision, la vision est de type exceptionnel parce qu'elle n'engage finalement que certains épidémiologistes, mais bon, c'est pas grave, elle devient universelle, elle va devenir la norme et tout le monde est prié de croire à la manière de prédire les épidémies que sont les épidémiologistes. Voilà. Et donc, ils veulent imposer leur loi, tout simplement. Voilà, c'est des gens qui veulent imposer leur loi. Alors, je passe rapidement sur la fracture du temps et de l'espace. Hein. Vous parlez justement voilà, des règles qui changent absolument tout le temps, du fait qu'il n'y ait pas d'ancrage, qu'il n'y ait pas d'enracinement, que toujours, voilà, on est toujours un peu sur le qui-vive à se demander quelle va être la nouvelle règle demain, quand est-ce que le masque va être remis à l'extérieur, à l'intérieur, est-ce que on sait plus en fait. Hein. Les gens tellement ils savent plus. Aujourd'hui, il y a des bâches toujours à Paris, et puis il y a toujours les panneaux masques obligatoires parce que bon, ils prennent même pas la peine de les retirer, quoi, les gens. Et ça, c'est clairement quelque chose de très important. J'aimerais qu'on finisse quand même sur l'idéologie sanitaire et le paradigme totalitaire. Donc, vous citez Chapoutot, par exemple, qui parle de cette idéologie sanitaire liée au typhus. En 39-45. Vous parlez aussi donc de Cyrulnik, d'Heidegger, de Cyrulnik dans le fait que le pass sanitaire, ça n'a pas l'air de le déranger tant que ça. On parle, page 237, de ce qui s'est passé en 41 à Varsovie. Donc, on avait un gouvernement général de Pologne qui instaurait des pratiques de marquage et de parquage de la population juive qui s'inscrivent dans un imaginaire médical qui leur donne sens et justification. Le soldat, le SS et le policier allemand agissent en médecin contre un danger de nature pathologique. C'est ce qu'affirme un ouvrage collectif de 1941 édité par les services sanitaires du gouvernement général intitulé Guerre aux épidémies, hein, la mission sanitaire allemande de l'Est. Est-ce que vous pouvez dire deux mots là-dessus sur ce qui s'est passé justement, voilà, après avoir écrit ce livre, qu'est-ce que vous pourriez dire en quelques mots sur ce qui s'est passé en 39-45, sur le fait qu'on nous interdise de faire ce lien, alors que c'est aussi ça le devoir de mémoire, je pense que c'est de se rappeler de ce qui s'est passé. Voilà, je vous laisse dire deux mots là-dessus peut-être. Je pense qu'il y a une espèce de sacralisation très malsaine qui nous empêche de faire des liens pourtant extrêmement évidents. Et puis il y a aussi une espèce de confusion. Les gens, on a beaucoup de retours de confusion temporelle, en fait, historique, c'est-à-dire un amalgame entre 1945 et ce qui a précédé, en fait. Et nous revenons, en fait, sur ce qui a précédé pour alerter sur le fait qu'il y a quand même des choses qui sont manifestement extrêmement similaires, voire quasiment identiques, et que ceci devrait nous préoccuper au plus haut point, parce que si on commence à aborder une partie des mesures qui ont été abordées par les nazis, dont les fameux passeports sanitaires, eh bien, passeport vert et passeport bleu en entrée à la sortie du ghetto, qui étaient des passeports sanitaires. Et donc, à un moment donné, si on ne peut pas faire ces liens analogiques, mais qui sont plus presque des copier-coller, on est allé chercher beaucoup d'exemples, justement, sur les horaires pour aller faire ses courses. Enfin, de 15h à 16h. C'est tellement des copier-coller qu'à un moment donné, on devrait se dire, attention, si on est en train d'appliquer des mesures qui ont été appliquées par les nazis, c'est qu'il y a peut-être un problème. Enfin, moi, je ne me laisserais pas enfermer par les chantages de la pensée, surtout qu'on a des véritables déportés, des véritables survivants comme Vera Sharav qui ont tout de suite alerté sur la question du rapport au corps, la question du consentement, et la question de cette toute-puissance sur les citoyens exercée au nom de la science, de la pseudo-santé. Voilà. Donc, on a fait un vrai retour sur les mesures telles qu'elles ont été mises en place de façon chronologique et surtout pour des raisons sanitaires. Voilà. Alors, justement, vous dites que, déjà, je rappelle rapidement, hein, il y a des trucs incroyables quand même. Hein. Le 4 juin 1944 est mise en œuvre une restriction des heures pour les courses, en plus des coupons alimentaires, donc 11h à 13h pour l'achat de biens alimentaires, 13h à 15h pour l'achat des biens non alimentaires,
Pour mémoire, à Paris, les Juifs n'étaient autorisés à sortir pour faire leurs courses que de 15h à 16h pendant la guerre. Donc, on a des règles comme ça complètement improbables. Et vous expliquez quelque chose, page 247, que je trouve intéressant, c'est le juif est le typhus, hein, dans la philosophie de Goebbels, comme il est vraisemblablement très probable que le non-vacciné, entre parenthèses entendu comme asocial ou antisocial ou encore marginal, deviendra le porteur sain par nature, puis incarnera l'épidémie, la part impure qu'il s'agit de rejeter hors de soi, tandis que les vaccinés seront les purifiés, en dépit de tout bon sens ou de recours à l'expérience, encore une fois. Bah oui, tout est dit là-dedans, en fait. Il n'y a rien d'autre à ajouter. La correspondance est tellement totale qu'on en tremble, en fait, de voir que personne ne veut réagir là-dessus. Et le débat interdit, c'est ça, au fond. À la fin, c'est oui, bien sûr, les mesures, un certain nombre de mesures qu'on a prises ont existé chez les nazis pour les mêmes raisons. Pour les mêmes raisons. En fait, c'est ça qui est. Et tu citais le journal de Goebbels. Goebbels dit bien épidémie de typhus, on est obligé de regrouper les juifs dans un ghetto. Et s'il faudra, on les exterminera parce que si on ne le fait pas, ils vont finir par contaminer toute la population saine. Et c'est tellement évident qu'il y a une correspondance avec les non-vaccinés là-dessus. Les non-vaccinés deviennent des porteurs sains de maladies qui vont, etc., etc. Bon, avec tous les paradoxes que ça, mais on met en place les mêmes mesures. En fait, je rappelle qu'en Autriche, les non-vaccinés ne pouvaient pas acheter de cadeaux de Noël à leurs enfants. Et à un moment donné, ils avaient juste le droit d'acheter des pâtes alimentaires, mais ils ne pouvaient pas acheter des cadeaux de Noël pour leurs enfants. C'est juste une folie furieuse, bien sûr, mais c'est une logique d'ostracisation qui va, à Granville, on dirait une mise au banc. Mise au banc, c'est le fait que vous n'avez plus qu'une vie qui a comme but de mourir. En fait, c'est ça effectivement, la mise au banc, c'est une vie qui est faite pour mourir. Et cette mise au banc fait que c'est la figure de l'homo sacer, que rappelle Agamben, c'est une personne qu'on peut tuer sans commettre de meurtre, en fait. C'est ça. Et là, il y a les non-vaccinés ont vu leur vie sociale être liquidée. On a tué la vie sociale et économique, et le fait de tuer la vie sociale et économique est un prélude. De toute façon, dans la logique, évidemment, comme dit Ariane, avant 42, il y a 33. Voilà, c'est ça. Mais quelle est la logique de l'ostracisation des non-vaccinés, sinon à la fin des concentrer dans des camps, les faire travailler de force finalement, et ensuite de les exterminer. Enfin, il n'y a pas d'autre logique à ça. Mais surtout que c'est intervenu dans les discours politiques. Je crée à un moment donné une note de bas de page avec donc quelques perles de déclarations de dirigeants ou de médecins médiatisés, par exemple en Italie. La solution, camp d'extermination et chambre à gaz. Mariana Rubino, médecin italienne, donc médiatisée. Des wagons séparés dans le train pour les non-vaccinés. Mauro Felicori, chargé de la culture de la région Émile-Romagne. Qu'ils soient comme des rats enfermés à la maison et assignés à leur domicile. Roberto Burioni, virologue. Les gens non vaccinés, il faut qu'ils portent un panneau à leur cou. Cela nous permettra de les éviter. Donc ça, c'est un maire, par exemple, qui a prononcé cette phrase, ou un journaliste: les antivax sont des terroristes et il faut les alimenter à coups de plomb. Mais nous avons aussi nos florilèges bien franco-français. Un journaliste, donc Emmanuel Le Chypre, qui a pu dire: je vous ferai emmener de force par des policiers au centre de vaccination, voilà, etc. Donc ce n'est pas que nous qui faisons les correspondances. Elles existent dans les discours politiques. Elles existent aussi à la télé, puisque moi j'ai vu des bandeaux, par exemple, faut-il se débarrasser des antivax, des bandeaux, faut-il réanimer les non-vaccinés, donc en gros, ça veut dire faut-il tuer les non-vaccinés au final, ne pas réanimer quelqu'un, ça veut dire en gros l'empêcher de vivre, alors que s'il avait été vacciné, on l'aurait réanimé, il aurait vécu. C'est des choses extrêmement graves. Et donc du coup, ce que vous pointez du doigt, vous êtes malheureusement, je pense vous êtes quasiment les seuls à pointer ça du doigt. Et c'est vrai que ce qu'on se demande à la fin du bouquin, c'est mais pourquoi si peu de gens, pourquoi si peu de gens se rendent compte en fait de l'ignominie de ce qui se passe en France et ailleurs. C'est le cas en Italie, c'est horrible ce qui se passe. Il y a plein de pays comme ça où c'est absolument. En Autriche, tu as parlé de l'Autriche, Vincent, et du coup, vous expliquez justement à la fin que
Il est urgent et essentiel de revenir au doute et à la prudence, comme vous l'expliquiez au début, de cesser les expérimentations hasardeuses sur les êtres humains. Urgent et essentiel de revenir au passé, à notre vie d'avant, à nos droits humains inaliénables qui ont été bafoués, à une science avec une conscience, c'est-à-dire une science qui sait qu'elle doit absolument s'allier aux humanités. Et vous parlez aussi de la fin qui ne justifie pas les moyens, dans le sens où ça, c'est vraiment le totalitarisme, où on explique la fin justifie les moyens, donc on peut tout se permettre, y compris ce genre de phrases qui sont tout simplement inaudibles. Oui, absolument. Absolument. Mais tout ceci ne peut avoir lieu qu'avec la complicité de la société civile. Et c'est tout le problème. C'est tout le problème que nous avons. C'est qu'il y a un endoctrinement des masses. Qu'est-ce que c'est qu'une masse? C'est une somme d'individus qui ont renoncé à leur esprit critique. Et c'est par cet endoctrinement des masses que le totalitarisme continue de faire survivre ces idéologies. D'ailleurs, on voit bien que, et je l'avais déjà dit, que ça serait multifacette. C'est-à-dire qu'il y a le sanitaire à un moment donné, mais il y a autre chose qui intervient après, et encore autre chose, et encore autre chose. Et donc, nous sommes dans une situation extrêmement grave. Extrêmement grave. Oui, et dans cet endoctrinement, comme disait Ariane, qui est l'endoctrinement des masses, j'ai signalé le rôle de l'école. Aujourd'hui, bon, il y a des manuels scolaires où on apprend que le confinement, c'est un geste citoyen. Donc, ça a été au début de l'année 2021, septembre 2021. Mais pour moi, les plus responsables, ça reste les universitaires qui ont un devoir de parole critique, en fait, sur l'idéologie, justement. Et c'est pour ça qu'on a donné des droits constitutionnels aux universitaires, dont je bénéficie en partie, même si je rappelle, il y a toujours un conseil de discipline sur ma tête. Mais bon, ça fait plus d'1 an et demi, bientôt 2 ans, et ils sont obligés de me payer quand même, parce que la Constitution a prévu que, justement, les enseignants-chercheurs sont constitutionnellement au niveau des juges. Ils sont fonctionnaires, mais ils sont indépendants, et ils sont indépendants parce qu'ils doivent critiquer justement toute forme d'idéologie qui sortirait tout d'un coup d'un gouvernement qui se réclamerait de la science. On est exactement dans cette période-là. Et il y a eu, après la Seconde Guerre mondiale, les procès de Nuremberg sur les médecins. Bien sûr, les médecins ont eu un rôle fondamental dans la thanatopolitique nazie. En Union soviétique, c'était plutôt la psychiatrie, mais bon, peu importe, c'est à peu près la même chose. Il y a eu Munich pour les journalistes, parce qu'il y a eu la propagande, bien sûr, mais on n'a jamais fait de procès pour les universitaires qui avaient eux-mêmes formé finalement les médecins et les journalistes. Donc, si vous voulez, tant qu'on n'aura pas cette parole critique massive sur le fait que c'est l'université qui a produit quelqu'un comme Cauchemez ou comme Neil Ferguson, qu'est-ce qu'il fait encore là-dedans? Pourquoi est-ce que ces gens-là ont encore un droit de citer? Pourquoi est-ce que la communauté des universitaires n'a jamais dit ça suffit? Et les universitaires sont responsables un peu plus derrière, ils sont moins en évidence que les médecins ou les journalistes qui se mettent en scène sur les plateaux télé. On voit moins d'universitaires effectivement aller sur les... Mais ils ont une responsabilité écrasante. Et celle-là, il faut effectivement en faire la critique, le témoignage de l'intérieur, de l'extérieur, et interroger le rapport effectivement des universitaires à leur position. Et Heidegger est vraisemblablement un cas modèle qui aurait dû poser Heidegger contre Husserl. D'ailleurs, il y a quelque chose d'extrêmement intéressant dans cette opposition entre Husserl et Heidegger, en fait. Et aujourd'hui, il y a très peu de Husserl et il y a un peu trop de Heidegger. Et les universitaires n'ont jamais vraiment intégré la responsabilité qu'ils avaient eue. C'est eux qui ont formé les médecins nazis, les universitaires. Donc leur responsabilité est tout à fait énorme. Et aujourd'hui, c'est eux qui continuent, je pense, à essayer de faire croire que l'épidémiologie reste une science qu'elle n'en est pas et que effectivement, on a une propagande qui est propagée à l'université par les présidents d'université sur les vaccins, par exemple, par des collègues, etc. Donc, il y a une responsabilité écrasante. Le micro, ton micro. Oui, non, je disais merci à vous deux, je vais vous libérer. Merci à vous deux d'avoir pris le temps de présenter cet ouvrage. J'ai vraiment beaucoup apprécié sa lecture et je pense que je le relirai à l'occasion. Merci Vincent, merci Ariane pour votre courage, votre travail, parce qu'il faut avoir du courage pour publier ça. Merci à votre éditeur aussi Guy Daniel qui a été qui a eu le courage aussi de publier Louis. Ça doit pas être simple. Je pense qu'il faut quand même le signaler. J'aimerais tout simplement finir par cette citation de Klemperer. Les temps idéologiques placent des imposteurs opportunistes et médiocres aux fonctions d'experts médiatisés par le pouvoir, tandis que les véritables experts sont ostracisés, humiliés,
censurés et mis au placard s'ils ne sont pas tout simplement destitués de leurs fonctions, comme le fut Klemperer lui-même. Voilà. Je vous encourage à acheter ce bouquin. Vous avez le lien dans la description. Et merci à vous deux pour votre temps et pour votre travail. Merci à toi. Merci aux auditeurs. Merci Thierry, merci à tous les auditeurs et bonne lecture. Merci, bonne soirée à tout le monde.